ce journal, la remise des clés de logements sociaux à leurs propriétaires à Bobo-Dioulasso. 82 villas d'une valeur de 7,5 millions de francs CFA chacune sont ainsi livrées à Salieu ici. La politique du gouvernement en matière de logements sociaux et économiques au profit des populations rendue possible grâce au partenariat entre l'État et les promoteurs immobiliers privés. Et puis ce pas franchi dans la crise qui oppose les États-Unis et la Corée du Nord. Des bombardiers américains ont volé près des côtes nord-coréennes pour envoyer un message clair des options militaires de Donald Trump. Kim Jong-un, lui, est déterminé à se doter de l'arme nucléaire. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Et pour ouvrir ce journal, direction le sud-ouest où le ministre de la Santé effectue une tournée ce week-end dans les différentes provinces. Il s'agit pour Nicolas Méda de présenter sa politique, sa vision du système national de santé. La visite est faite d'échanges directs entre les responsables des structures sanitaires déconcentrées dans la région donc, mais aussi avec les leaders religieux et coutumiers. On fait le point avec nos reporters Basile Bassoli et Isiaka Nana. Le ministre de la Santé en tournée dans la région sanitaire du Sud-Ouest. Au CMA de Dano et de Diebougou en passant par le centre médical et le CHR de Gawa, Nicolas Méda est venu féliciter et encourager les agents de santé de cette partie du Burkina. Occasion également pour le ministre d'expliquer la nouvelle vision de son département. Un plan de transformation du ministère de la Santé à l'aide du PNDS, le plan national de développement économique et social. Le premier objectif ou le premier effet attendu du plan national de développement économique et social, c'est rendre les soins de santé de qualité accessibles à tous. C'est ça qu'on appelle en français compliqué la couverture sanitaire universelle. Et c'est ça que nous sommes en train de chercher à mettre en place à partir de la base. Promouvoir un système de santé qui valorise la prévention et qui fait de l'approche communautaire des soins de santé primaires le socle de la marche du Burkina Faso vers la couverture sanitaire universelle. C'est l'ambition qui se fixe donc le ministère de la Santé, une vision saluée par les acteurs. Le personnel attendait peut-être un discours politique. Voilà, nous allons revenir, réflexionner, nous allons donc construire des bâtiments, nous allons vous doter de motos, de véhicules de supervision. Mais le ministre est allé au-delà. Voilà, il nous a parlé donc d'une restructuration donc, du ministère de la Santé et nous croyons que s'il arrive à réaliser ce qu'il a prévu, nous allons donc être tous satisfaits. Et pour une mise en œuvre efficace de cette nouvelle vision du département de la santé, le ministre Méda dit compter sur l'engagement des agents, mais aussi de toutes les communautés. Cette tournée dans le sud-ouest constitue la première étape d'une série de visites dans les 13 régions du Burkina. Une tournée au cours de laquelle le ministre de la Santé a rendu visite aux notabilités coutumières et religieuses. 82 logements sociaux réalisés au secteur 10 de Bobo-Dioulasso sont remis à leurs propriétaires ce week-end. Il s'agit de maisons de 3 pièces d'une valeur de 7 500 000 francs CFA chacune. C'est le résultat du partenariat entre l'État et les promoteurs immobiliers privés en vue d'atteindre des objectifs de la politique du gouvernement burkinabé en matière de logements sociaux et économiques au profit des populations. La remise des clés a lieu en présence de Mané Kahien et Mireille Carole Touma. Cette villa appartient désormais à M. Nikiema. Il reçoit officiellement la clé de sa nouvelle demeure. Comme lui, ils sont au total 22 personnes à bénéficier des logements sociaux ici au secteur 10 de Bobo-Dioulasso. Je suis animé d'un sentiment de joie et même de satisfaction. Quand on sait qu'il n'est pas facile d'obtenir un terrain et même le mettre en valeur. Donc on ne peut que se réjouir. Ce programme de logement est né de l'ambition du gouvernement d'offrir aux Burkinabés des habitations décentes. Un programme réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé. La partition de l'État, c'est la mobilisation du foncier, c'est-à-dire trouver les terrains, les aménager, l'aménagement du foncier et un minimum la viabilisation primaire, qu'on puisse ouvrir les grandes voies, qu'on puisse
faire les grands caniveaux, etc., etc. En ce moment, les promoteurs privés interviennent pour la construction et le placement des logements. Moi-même, j'étais en location en 2006. On a eu beaucoup de difficultés. Après ça s'est passé. Dieu nous a aidés. On a continué à émerger dans le commerce. Ça va. Mais maintenant, comme le gouvernement a lancé ces programmes, on sait les difficultés qui est dedans et on sait qu'on peut soutenir l'État. Donc nous, on s'est engagé dans les programmes. Ce programme qui est vraiment vital. Le coût global de chaque villa est de 7 500 000 francs CFA. Un apport de 10% est déboursé par bénéficiaire dès l'acquisition. Le reste est remboursable sur une période de 10 à 20 années en fonction des revenus de l'intéressé. Kayao dans le Bazega, coupé du reste du monde pendant la saison des pluies et pour cause, il n'existe pas de route pour allier le village. Le projet de construction d'un pont s'est limité à des poutres plantées depuis 2000. C'est ce qui ressort en tout cas du constat fait pour nous par une de nos équipes de reportage qui raconte le périple qu'est le voyage pour Kayao, Oscar Soulama, Kadi Sanogo. Nous sommes ici sur le fleuve Nanzino, situé dans la commune rurale de Kayao, à 35 km de Saponé dans le Bazega. Aujourd'hui, les populations de 9 des 24 villages de la commune rappellent au maire les calvaires qu'elles subissent depuis plus de 20 ans. Ces villages sont enclavés par le manque de ponts pour aider les autres villages de la commune qui se trouvent de l'autre côté du fleuve. Pour rejoindre l'autre partie de la commune où se trouvent les hameaux de culture, deux options s'imposent. Prendre la pirogue qui transporte les motos et les habitants ou emprunter le pont de fortune en bois artisanalement construit par les populations et là aussi avec tous les risques. Nous avons beaucoup de problèmes ici. J'avais 3 enfants, dont le plus âgé avait 17 ans. En voulant traverser le fleuve pour Kayao, ils se sont tous noyés. C'était le plus grand choc de ma vie. Nous demandons à Dieu de nous venir en aide, ainsi qu'aux autorités, pour que pareille situation ne se reproduise plus. Nous les femmes, nous avons beaucoup de préoccupations au niveau de la santé. Les femmes qui sont sur le point d'accoucher et qui doivent rejoindre la formation sanitaire de Kayao n'arrivent pas à traverser le pont et des drames se produisent. Il n'y a pas de route. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Et nos enfants qui doivent fréquenter le CG de Kayao, de l'autre côté du fleuve, sont bloqués. Que faire? En 2000, il y a eu une première tentative pour trouver solution au problème. Des poteaux implantés, grâce à l'appui de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mélégué Maurice Traoré, sont restés sans suite. L'importance de cette cérémonie, c'est pour rappeler aux autorités, le président et au gouvernement, que les témoins que vous avez reçus ici, c'est vraiment une preuve, c'est au fond de leur cœur qu'ils vous disent. Aujourd'hui, problème de santé, problème d'agriculture, problème de l'élevage, vraiment c'est une préoccupation. La promesse que le président du Faso nous a promis, je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas en un seul jour, mais c'est déjà 2 ans qu'il vraiment voit le problème de Kayao. En attendant, les populations vivent leur calvaire et prennent des initiatives avec tous les risques. Mais elles gardent toujours l'espoir de voir l'érection d'un pont, symbole de la fin de leur souffrance et du développement de leur localité. Pour vaincre le terrorisme, les députés du Congrès pour la démocratie et le progrès ont des propositions. Il s'agit de l'effectivité et du renforcement du dialogue interreligieux au Burkina Faso, de l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Les parlementaires préconisent également le renforcement des capacités de l'Agence nationale des renseignements. Ce sont là les principales conclusions des 2e journées parlementaires du groupe CDP. Daouda Ouattara, Zalissa Sanfo. 2 jours à écouter les experts décortiquer le terrorisme dans toute sa dimension. 2 jours à rechercher des solutions pour le vaincre. À l'issue des travaux, le groupe parlementaire CDP
Le Congrès du peuple pour le progrès pense avoir trouvé les solutions pour libérer le Faso du terrorisme. L'une des premières recommandations qui nous semble importante, c'est celle en rapport avec la nécessité de lutter contre la stigmatisation. C'est nécessaire que l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme se fasse. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas une stratégie. Le renforcement aussi des compétences et des capacités plutôt des forces de défense et de sécurité, ça aussi c'est une recommandation forte que nous avons prise. Nous avons après cela pensé que c'est important que le vivre ensemble soit promu, que un nouveau pacte social soit établi entre Burkinabés. Et pour les députés membres du groupe parlementaire CDP, toutes les recommandations formulées ici ne doivent pas sommeiller dans les tiroirs et ils y veilleront. Les parlementaires du CDP vont exercer leur rôle de contrôle au niveau de l'Assemblée nationale. Nous ne manquerons pas d'interpeller les membres du gouvernement pour voir si toutes nos recommandations sont prises en compte. Alfred Sanou et ses camarades disent refermer cette deuxième journée parlementaire avec beaucoup de satisfaction, avec le reflet du devoir accompli, celui de dégager une piste de solution à un problème aussi crucial qu'est le terrorisme. Fin de séjour à Ouagadougou d'experts en droits humains présents dans la capitale burkinabé dans le cadre du dialogue pour l'amélioration des droits de l'homme au Burkina Faso. Les deux spécialistes font le bilan de leur mission. Oscar Soulama, Omar Zombri. Cette mission des experts en droits de l'homme fait suite à celle du ministre de la Justice à Genève en juin 2016 pour présenter le rapport sur la mise en œuvre des politiques en matière de promotion des droits humains au Burkina Faso. Mariam Koïta et Patrick Mutzenberg ont au cours de leur séjour rencontré des autorités pour poursuivre les discussions sur les recommandations faites au pays pour la promotion des droits de l'homme. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que nous avons conduit cette mission de suivi, l'idée étant qu'une fois que nous avons ces recommandations, nous puissions engager un dialogue constructif avec les autorités et continuer le dialogue qui s'est noué à Genève dans la réalité nationale, au niveau national. Le Burkina Faso a émis un rapport de suivi prenant en compte les recommandations dont les trois prioritaires sont axées sur les questions liées au groupe d'autodéfense appelé Korluego, à l'égalité entre les hommes et les femmes, au mariage précoce et à la traite des hommes. Et cette réactivité du pays est saluée par les deux experts. Le comité le félicite pour avoir répondu dans les délais à ces recommandations prioritaires. Le Burkina Faso est allé aussi dans le sens d'accepter de s'inscrire désormais dans la liste des questions préalables pour le traitement des rapports périodiques. Le document produit par le Burkina fera l'objet de discussions au mois de mars 2018 à Genève, selon Patrick Mutzenberg. Mariam Koïta et Patrick Mutzenberg saluent également la franche collaboration entre les organisations de défense des droits de l'homme et le gouvernement burkinabé. Et l'on évoque dans ce journal la qualité des équipements solaires au Burkina Faso. L'énergie solaire se présente comme une alternative pour de nombreux Burkinabés, surtout ceux vivant dans les zones non desservies par le réseau de la Sonabel. Mais l'on note tout de même un souci. Les équipements, notamment le matériel de stockage qui s'endommage vite au goût des clients qui accusent les vendeurs de leur livrer du matériel de mauvaise qualité. Mais pour les techniciens, le problème réside ailleurs. Une de nos équipes de reportage s'est donc intéressée à la question pour nous. Nous suivons ce dossier que nous proposent Konsoun Koulibaly et Maïmouna Traoré. Habitant du quartier Bonneville, dans sa partie non couverte par la Sonabel, ce boutiquier a opté pour l'énergie solaire. Il arrive ainsi à alimenter ses congélateurs. Mais son gros souci demeure le stockage de l'énergie. L'énergie solaire, c'est bien. Mais je suis obligé de changer mes batteries tous les 6 mois. Alors que les batteries coûtent cher, entre 150 000 et 200 000 francs.
Pour les techniciens du domaine, le problème n'est pas forcément lié à la qualité des équipements. La durée de vie est connue, après ça dépend de l'utilisation. C'est vrai qu'ici il fait très chaud, et puis si le dimensionnement est mal fait, nous allons avoir des variations qui vont être préjudiciables pour la batterie si le dimensionnement initial n'a pas été bien prévu, bien calé. Donc je dirais que la raison est aussi liée au marché, qui parfois peut tromper le client. Avec le solaire, tout est mathématique. Il est donc conseillé de s'attacher les services d'un professionnel depuis l'achat des équipements jusqu'à l'installation. C'est surtout le côté support qui sera déjà un point de plus pour la production de ce que tu vas payer. Et ensuite, il y a le régulateur qu'il faut dimensionner, qui puisse supporter le courant total des panneaux pour recharger tes batteries. Et en bas maintenant, vous avez les batteries qu'il faut dimensionner, qui puissent fonctionner avec le temps bien sûr que le client demande. Quand on prend un panneau, vous regardez la courbe du panneau, du fonctionnement nominal d'un panneau, vous avez l'inclinaison qu'il faut forcément adapter pour pouvoir capter le plus de puissance. Et si vous faussez ça, ça veut dire que vous avez beaucoup de pertes qui seront forcément liées à votre installation. Ça, c'est une batterie à acide, donc ça veut dire que c'est une batterie qu'il faut entretenir. Alors, dans nos milieux chauds, cette batterie peut un peu par moment durer plus que la batterie à gel. Parce que comme c'est une batterie à entretien, si nous arrivons souvent à ouvrir et à laisser échapper la chaleur qui est dedans et à entretenir bien la batterie, par moment elle dure beaucoup plus que la batterie à gel. Si vous êtes dans la zone non lotie, moi je vous conseillerais une batterie à gel, donc sans entretien. Parce que comme vous n'êtes pas forcément technicien, si je vous conseille une batterie à acide, c'est sûr que vous n'allez pas savoir entretenir la batterie. C'est certainement la raison pour laquelle Inoussa Sawadgo a eu des ennuis. Un jour, ma batterie a explosé et cela a causé un incendie chez moi. J'avais une plaque de 250 watts pour une batterie de 200 volts. Et pour éviter ces désagréments, Idrissa Kabouré est catégorique vis-à-vis de ses clients. Je conseille toujours à mes clients de faire installer leur équipement par des professionnels. Certains partent mélanger les fils et nous accusent de vendre du faux. Certains utilisateurs respectueux des prescriptions des techniciens en sont pleinement satisfaits. Bon, on n'a pas de difficultés comme ça avec les plaques solaires. On arrive à suivre la télé, à mettre des brasseurs et tout. Papa même est un technicien en énergie solaire, donc il connaît la qualité. Il a installé de très bonnes plaques. Ce sont des techniciens qui sont venus installer et ils viennent souvent aussi pour suivre ça. Si on a des problèmes, des soucis, on les appelle. Nous utilisons ce qu'ils nous ont conseillé d'utiliser par rapport à la puissance de notre énergie. Pour des solutions d'efficacité énergétique adaptées, de nombreux Ouagalais appellent de tous leurs vœux à la formation des acteurs, les vendeurs d'équipements solaires, les techniciens et les utilisateurs. La ferme Burkina Sompagimdi des origines de Dapelgo reçoit la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne accompagné par le Larlé Naba Tigré. La ferme agro-silvo-pastorale d'une superficie de 130 hectares est un modèle dans l'utilisation des paquets technologiques agricoles qui a séduit les visiteurs du jour. Jean-Eudes Bayela, Bouma Ernest Nebier. Sur une superficie de 133 hectares, la ferme du Larlé Naba Burkina Sompagimdi des origines à Dapelgo ne cesse d'attirer des visiteurs. Aujourd'hui, c'est le ministre en charge de l'agriculture, Jacob Ouedraogo, accompagné des partenaires au développement du Burkina, qui la visite. Une ferme où presque toutes les spéculations sont cultivées, des céréales et des légumineuses. Des spéculations à côté desquelles le jatropha et le moringa, l'utilisation dans cette ferme de la fumure organique, du compost et les différents paquets technologiques importés d'ailleurs selon le promoteur permettent d'atteindre de hauts rendements. Dans sa ferme, le Larlé Naba s'adonne également à l'élevage. Après avoir fait le tour des réalisations, les visiteurs se disent impressionnés. J'ai été très agréablement surpris par l'œuvre d'un homme. Notre présence ici, ça dit tout ce que nous avons au sein du gouvernement comme envie
d'accompagner et d'encourager des promoteurs comme son Excellence l'Arlé Naba Tigré. Une ferme modèle comme celle que nous venons de voir est un élément essentiel qui devrait pouvoir être transposé partout, aux 4 coins du pays, si je puis dire, pour que ces appuis d'accompagnement que nous fournissons donnent tous leurs résultats pour le bien-être de la population du Burkina Faso. Des compliments et des conseils des visiteurs bien reçus ici par le l'Arlé Naba qui dit vouloir apporter plus d'innovation à sa ferme les années à venir. Très rapidement, d'ici 2 ans, cette ferme devienne une ferme écotouristique où la pratique agricole et aussi les visites touristiques peuvent se faire. Une visite qui se termine ici par une cérémonie de remise de présents aux jeunes battants et un tracteur aux promoteurs de la ferme. Un présent offert par Watco Burkina, un groupe spécialisé dans la vente du matériel agricole. Et dans la lutte contre la dégradation des ressources forestières et les effets des changements climatiques, le ministère en charge de l'environnement peut désormais compter sur la société Megamonde. Un protocole de partenariat vient d'être signé entre la Direction générale des eaux et forêts et l'entreprise qui met à la disposition des services de l'environnement 10 000 plants par an pour le reboisement. Le partenariat est scellé à Ouagadougou en présence de Issa Kafando et Mariam Dao. La Direction générale des eaux et forêts et la société Megamonde matérialisent leur partenariat. Un partenariat qui va permettre à cette société privée d'accompagner ce service du ministère de l'Environnement pour la réforestation du couvert végétal. C'est les gaz qui réchauffent l'environnement et ces gaz à effet de serre sont émis en grande partie par, si vous voyez, les motos, les véhicules, etc. Et ces gaz à effet de serre, effectivement, qui contribuent à chauffer notre environnement. Il est important que nous ayons de la couverture végétale pour continuer de séquestrer ce gaz carbonique. À travers cette signature, environ 10 000 plants seront disponibilisés par an. Un engagement qui relève de l'esprit de l'éco-citoyenneté. Tout en sachant que les motos que nous on met à la consommation et produisent des effets de serre comme le DG l'a dit. Donc bon, nous aussi on se sent un peu coupable de ça. Il s'agit que pour chaque moto vendue, il y ait un arbre planté. Donc ce partenariat, il est très important parce que le privé, certes, son but il est économique, mais on vit tous dans un même environnement. Et il est très important que tout un chacun fasse un effort contre la désertification et contre le réchauffement climatique. Selon le directeur général des eaux et forêts, environ 130 000 hectares de forêts sont détruits chaque année au Burkina Faso. Il souhaite donc que ce partenariat public-privé fasse école pour le bonheur des générations futures. Les candidats de l'émission de télé-réalité de la télévision de Burkina Faso Academy, eux, se préparent pour affronter la demi-finale. Mis au vert, ils reçoivent une formation en musique sur les techniques de la gestion du souffle, par exemple, ou de la maîtrise des chansons qui seront interprétées. L'encadrement est assuré par des professionnels de la musique, mais aussi du sport. Oscar Soulama, Aruna Mari. La course pour la victoire est entamée pour les demi-finalistes de Faso Academy. En file indienne et sous la supervision de leur coach sportif, ils pratiquent le sport matinal. 2, 1, 2, 1, 2. Dès que l'école finit, nous, c'est adieu le sport. Mais maintenant, on est venu ici chaque matin, on fait le sport, le soir aussi le sport. Bon, pour un début, c'est assez difficile parce qu'on n'est pas habitué. On a des coups battus partout. C'est comme si on était malade, mais bon, comme c'est pour du bien, on va tenir le coup. L'activité peut paraître banale pour le commun des mortels. Pourtant, le sport a toute sa place dans l'apprentissage de la musique. Le matin, on fait le réveil musculaire. À part ça, le soir, on fait vraiment les activités respiratoires proprement dites. Parce que ce sont des artistes. Donc, la respiration intervient beaucoup dans leurs prestations sur scène. Ça se passe très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup parmi eux qui ne sont pas habitués au sport. Et donc, ils font des faux malades, tout ça là. Mais bon, on fait avec le groupe qu'il y a.
Après le sport, les candidats prennent ici des cours pratiques de musique. Là, Aloïs Nikiema, leur enseignant, avec ses 30 ans de métier dans les jambes, leur ouvre son capital d'expérience. C'est d'abord la posture, la respiration, voilà, et l'utilisation des résonateurs pour que la voix vibre bien et que la personne vive sa chanson. L'exercice peut paraître un jeu d'enfant, mais c'est une étape essentielle pour libérer le potentiel artistique qui sommeille chez ces futures stars. Au début, c'était pas simple. J'avoue que c'était pas simple. Voilà, souvent il faut beaucoup, après avoir travaillé, on n'a plus la voix, mais la voix qui revient après, bon, souvent on se décourage, mais c'est ça quoi. La journée se poursuit cette fois-ci avec l'artiste Bill Akakora et son orchestre. Il est question ici d'auditionner les différents candidats et de procéder à la mise en place des morceaux. La première des qualités pour moi, c'est d'être sincère et puis de se dire que la musique, c'est le travail. En général, quand on dit ça, les gens se disent mais comment on travaille? Mais ils ont commencé le travail, c'est de bien bosser les morceaux qu'on a imposés, les morceaux qu'ils ont, de tendre l'oreille, de bien écouter, d'être assidu, ne surtout pas être pressé. La formation se poursuit jusqu'à l'étape de la finale. La RTB, promotrice de Faso Academy, espère, grâce à cette émission de télé-réalité, faire émerger de nouveaux talents pour le rayonnement du showbiz burkinabé. Hors de chez nous, à présent, les États-Unis envoient un message clair à la Corée du Nord. Le chef de la Maison-Blanche a des options militaires. Des bombardiers américains ont volé près des côtes nord-coréennes ce samedi sans toutefois franchir la limite. Après l'escalade verbale, la démonstration de force. Un pas supplémentaire a été franchi entre la Corée du Nord et les États-Unis. Des chasseurs et des bombardiers américains ont longé ce samedi les côtes nord-coréennes sans franchir les limites de l'espace aérien international. Ce sont sans doute les mêmes avions filmés ici il y a quelques jours lors d'exercices conjoints avec la Corée du Sud. Les appareils ont décollé de la base de Guam dans le Pacifique et de l'île d'Okinawa au Japon. Le message est très clair, démontrer la puissance de feu des États-Unis, prêt à contrer toute menace et à protéger ses alliés, Séoul et Tokyo. Le régime nord-coréen, qui se targue d'un indéfectible soutien populaire, n'entend céder ni aux menaces américaines ni aux sanctions internationales. Il ira jusqu'au bout pour se doter de l'arme nucléaire et n'hésitera pas à prendre, je cite, des mesures de prévention impitoyables en cas d'attaque militaire des États-Unis. Et puis le passage de l'ouragan Maria a fait près d'une quinzaine de morts à Porto Rico. Les pluies diluviennes provoquées par l'ouragan ont fait d'énormes dégâts et de milliers de personnes sont évacuées encore ce samedi. L'inquiétude persiste à Porto Rico après le passage de l'ouragan Maria. Les pluies diluviennes ont provoqué une fissure sur ce barrage et les vies des habitants sont en danger, selon le gouverneur de l'île. Ce samedi, l'évacuation de milliers d'habitants s'est poursuivie. Près de 70 000 personnes ont dû quitter les alentours du barrage de Guarataca. Beaucoup d'animaux sont morts et ils se sont noyés. Les véhicules sont sous les maisons, sous l'eau. La maison qu'on vient de dépasser avec 4 véhicules. Là, il y a une ambulance, tout est perdu. Mais les gens ont pu sauver leur vie et c'est le plus important. Certains n'ont pas eu la même chance. Maria a fait au moins 13 morts à Porto Rico. Les 3,5 millions d'habitants de l'île sont aujourd'hui sans électricité.
Fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter un très bon dimanche. Pouvoir compter sur un secours lorsqu'on est en panne de volume Internet, c'est désormais